Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand JT des territoires de l'été. Chaque édition, nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le premier reportage de cette édition. Il est parfois des rêves d'enfants que l'on vit au quotidien. Philippe préside l'association Limousine des sports aériens. Je m'occupe de sortir les planeurs. C'est avec celui-là que je vais vous emmener. C'est un planeur biplace. Et on le pousse en mettant les mains bien à plat là. J'ai toujours rêvé moi de voler quand j'étais jeune et j'avais peu de moyens. Et donc à l'époque, c'était le moyen le plus accessible pour piloter. Pour apprendre à piloter, c'était de faire du planeur. Donc j'ai appris à faire du planeur, j'avais 17 ans et là j'ai 63 ans et j'en fais encore. Là le vent il n'est pas très fort. Si je peux monter assez haut, on peut éventuellement aller à Cognac-la-Forêt. L'un des objectifs de l'association, favoriser la pratique du vol à voile et lever ses appréhensions. Je dirais même que c'est même plus sûr que l'avion, parce que nous on sait se débrouiller sans moteur. On est déjà en panne, si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est totalement contrôlé et je trouve que c'est même un sport plutôt sûr, je dirais. Avant de voler, on s'assure que le planeur il est en état. Et cette visite-là, on la fait tous les jours. Ça fonctionne, à droite, l'aileron se lève. Une fois les vérifications d'usage terminées, il n'y a plus qu'à s'installer à bord, place au vol. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel. Dans le Val d'Oise, un garage d'un nouveau genre s'est implanté, le Méca Club. Il permet aux passionnés de mécanique d'utiliser les 1300 mètres carrés d'atelier comme une salle de sport grâce à une formule d'abonnement. Cette enseigne unique en France a déjà fait plus de 200 adeptes. Les détails avec la rédaction de Via 95. Être abonné à un club de mécanique comme à une salle de sport, c'est le concept unique en France du Méca Club. Avec ses 15 box tout équipés, installés dans un atelier géant de 1300 mètres carrés, les passionnés de mécanique peuvent venir entretenir leur voiture ou leur moto toute l'année. Vous prenez un abonnement, vous avez accès à une partie de l'atelier en illimité, du mardi au dimanche de 10h à 20h. Donc tout ce qui est machine à pneus, équilibreuse, bande géométrie, valise diagnostic, espace de travail partagé, ça c'est illimité. Et puis il n'y a que les heures de pont qui sont soumises à organisation. Et donc pour ça on a différentes formules avec plus ou moins d'heures de pont à consommer dans l'année. Et ça permet de répondre à tout type de projet, que ce soit des petites réparations, des grosses réparations, de la restauration de véhicules, de la préparation de véhicules pour le circuit. Voilà, on est capable de tout faire. Pour moins de 30 € par mois pour une voiture et 20 € pour une moto, le Méca Club est surtout un lieu d'échange et de partage autour de la mécanique, destiné à tous les passionnés, quel que soit leur niveau. 90% de nos clients, c'est des novices. Pour la plupart, ils n'ont même jamais encore monté un véhicule sur un pont. Donc on leur apprend à mettre déjà un véhicule sur un pont en sécurité et ensuite de faire des vidanges, des plaquettes. L'autre niveau, c'est les pneus, la géométrie. Et puis on avance comme ça, step by step. Comme dans une salle de sport, on a des coachs, donc ils sont 4, et du coup, ça permet de les accompagner dans tout ce qui est ensuite distribution, voilà, embrayage. Voilà. Le but, il suffit d'avoir l'envie, et ensuite, c'est du temps, de la patience, et puis du plaisir, en fin de compte, tout simplement. Venir au Méca Club pour le plaisir, c'est le cas de Thierry, un ancien mécanicien auto. Tout le monde se donne un petit peu des ficelles, hein. On ne connaît pas spécialement toutes les voitures par cœur, donc il y a toujours des gens qui ont rencontré des galères et qui connaissent, quoi. Donc tout le monde s'échange et puis voilà, on se fait des petits repas de temps en temps entre nous, voilà, c'est sympa. Avec plus de 200 membres ici à Saint-Ouen-l'Aumône, le concept de self-garage connecté est en plein boom. Anthony souhaite lancer 2 nouveaux projets de Méca Club dans le sud francilien et à Bordeaux. Tout à fait autre chose à présent. Connaissez-vous la renouée du Japon? Cette plante exotique, venue comme son nom l'indique du Japon, est considérée à juste titre comme invasive. Là où elle s'implante, rien ne lui résiste et surtout pas la flore locale. En Savoie, le Conservatoire d'espaces naturels a entrepris des travaux pour la supprimer et ainsi réhabiliter l'habitat des espèces sauvages. Les précisions d'Agathe Crinchamp pour la chaîne 8 Mont-Blanc. Entre 2 cailloux, elle repousse, déjà. Introduite en Europe en 1847, la renouée du Japon est l'une des pires plantes envahissantes de la planète.
Ici, au plan d'eau des Hurtières, une nouvelle zone de 1000 m² de terrain a été excavée pour éradiquer l'espèce invasive. C'est ce qu'on appelle une peste végétale, donc elle va complètement supprimer toutes les autres plantes. Elle a aussi des pouvoirs chimiques au niveau du sol qui empêchent les autres plantes de pousser. Des travaux entrepris dans le cadre du projet Restalp. Une application a même été développée pour signaler la présence des plantes exotiques envahissantes. Objectif, détecter leur dynamique d'expansion. Avec cette appli, on peut reconnaître et enregistrer la présence d'espèces exotiques envahissantes, des plantes qui arrivent des pays lointains. Véritable colonisatrice, la renouée du Japon prend la niche écologique d'autres espèces, synonyme de perte de biodiversité. Exemple avec cette orchis punaise, espèce protégée au niveau national. La renouée du Japon menace son existence sur la plaine des Hurtières. Et en Savoie, ce n'est pas le seul endroit qu'elle a envahi. Elle a été beaucoup amenée dès lors qu'il y a eu des travaux d'élargissement de voiries, des travaux de canalisation. Et souvent, on l'a colportée d'un endroit vers un autre. Ce qui fait qu'on la trouve depuis les bordures du lac du Bourget jusqu'à 1500 mètres d'altitude. J'en ai vu il n'y a pas longtemps dans les Bauges. L'idée pour nous, c'est de ne pas l'enlever partout parce que c'est peine perdue. C'est essayer sur des milieux vraiment riches où il y a des enjeux de biodiversité de pouvoir progressivement lutter contre la renouée et aussi améliorer les milieux naturels. Située sur un espace Natura 2000, une partie de ce plan d'eau est donc dédiée à la préservation de la nature. Un usage à concilier avec l'accueil des baigneurs, car c'est aussi le 3e lac le plus fréquenté de Savoie. Les rhizomes qui comportent les racines des renouées ont justement été enfouis dans le lac pour être noyés, ce qui permettra, à terme, de renouer avec la flore naturelle du lieu. Apporter une bouée de sauvetage, épauler un sauveteur ou tirer une embarcation de plusieurs tonnes, ce sont les missions de sauvetage en mer que peut mener le Terre-Neuve, car rien ne fait peur à cette race de chiens qui trouve ses origines au Canada. Récemment, 8 chiens et leur maître ont multiplié les exercices sur les berges d'un lac de l'Aube afin que ce chien secouriste soit reconnu d'utilité publique, car la plupart des plages et des littoraux lui sont interdits l'été en France. Notre partenaire Canal 32 n'a pas hésité à se jeter à l'eau avec lui. Regardez. Ce dimanche matin sur la plage de Dienville, pas de nageurs en vue, mais des chiens qui n'ont eux pas peur de se jeter à l'eau. 8 Terre-Neuve enchaînent les exercices sous les yeux ébahis des touristes et de leurs maîtres. On y apprend à aller chercher un objet, une bouée, n'importe quoi. Et après, on va, comme cet après-midi, je vais commencer à y apprendre à apporter un objet à une personne. Là, c'est un peu plus compliqué. Apporter ou rapporter une ligne de vie, une bouée de sauvetage, épauler un sauveteur et tirer une embarcation de plusieurs tonnes, pas de quoi effrayer le Terre-Neuve. 70 kg de muscles, un sous-poil imperméable, des pattes larges, la race trouve ses origines au Canada. D'abord amie fidèle des pêcheurs, elle excelle aujourd'hui dans les sauvetages en mer. C'est très bien pour les maîtres nageurs et c'est très bien pour garder les enfants. Instinctivement, en fait, les Terre-Neuve regardent les enfants ou les gens s'ils se noient. Ils vont essayer de les sauver. Et en fait, c'est un chien qui a beaucoup de caractère. Des qualités innées et un instinct qui ont séduit Vanessa et les membres du club champenois de chiens de sauvetage nautique. Une journée d'exercice pour le plaisir de voir leur chien en pleine nature. Mais attention, pour l'instant, il n'est pas question d'intervenir officiellement. Nous, on a un club, on va dire, on n'intervient pas sur des lieux pour faire du sauvetage à proprement dit. Parce que pour être sauveteur avec un Terre-Neuve, il faut être sauveteur nautique. C'est une passion. Et puis, on le fait sérieusement parce que on peut des fois être amené quand même à intervenir. On se balade avec notre Terre-Neuve et puis on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer ou qui est en difficulté. Ça nous permet d'intervenir quand même. Si le Terre-Neuve aime l'eau, la plupart des plages et littoraux touristiques lui sont interdits l'été en France. L'association milite pour que plus d'espace lui soit aménagé. Comment se préparer à des situations inattendues? C'est l'objectif de ces pompiers à Rennes. Dans la ville bretonne, ils se forment notamment aux techniques de sauvetage animalier. Comme ils prennent en charge des animaux en détresse, blessés ou en fuite, ils peuvent aussi être confrontés à des comportements agressifs, malheureusement. Pour travailler en sécurité, ils s'entraînent même à se faire mordre par des chiens policiers. Regardez ce reportage de notre partenaire TVR sur place à Rennes.
On va prendre un peu plus d'élan, écartez-vous, il va peut-être plus face. Monter un cheval dans un camion paraît simple, mais ces secouristes sont avant tout pompiers et n'ont pas toujours l'habitude de travailler avec des animaux. Pour faire partie de l'équipe animalière, les sapeurs-pompiers suivent donc une formation initiale d'une semaine, suivie d'un rappel chaque année, plus pointilleux, comme aujourd'hui avec les chevaux. Allez. Nous, quand on va intervenir, c'est qu'ils n'ont plus leur comportement habituel, c'est qu'il y a une situation qui s'est passée, stressante ou haute, et donc du coup, le propriétaire ne peut plus agir par lui-même. Et là, c'est là où nous, on va pouvoir intervenir et pouvoir gérer au mieux cette situation-là. Avance. Lorsque l'animal est en réel danger, la manœuvre des secouristes devient plus compliquée. Ils doivent donc se préparer à toutes les éventualités. Le fait de travailler dans un cadre sécuritaire comme ça, ça permet d'appréhender les choses et puis de démystifier ce petit cheval qui est un peu majestueux et puis qui peut faire peur. L'équipe animalière peut intervenir pour des chiens, des chats, des reptiles ou même des animaux d'élevage, comme ici pour cette génisse retrouvée sur la rocade de Rennes. Du fait que cet animal peut présenter un danger de suraccident au niveau de la voie publique ou de la circulation avec les voitures et les camions qui traversent, pour les maîtriser, malheureusement, soit on arrive à les contenir dans un endroit qui est clos. La deuxième solution, c'est de les endormir. C'est tout l'enjeu de ces mises en situation. Et après quelques heures d'entraînement, les pompiers finissent par apprivoiser le cheval. Ils descendent très bien. Restons en Bretagne maintenant avec la renaissance d'une bâtisse historique, celle du château de Kerlody, laissé à l'abandon depuis plus d'un demi-siècle. Celui-ci connaît une nouvelle vie depuis son rachat par un propriétaire normand en 2014. Le site vient aussi de bénéficier du financement de la mission patrimoine, 215 000 € pour accélérer les travaux les plus urgents. Un sujet de Valérie Leroux-Coleno pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. C'est en se baladant en famille que ce Normand découvre il y a plus de 10 ans des cheminées qui dépassaient d'un énorme mur avec du lierre entouré de ronces. Et j'ai voulu voir un petit peu ce que c'était. Un ancien manoir du XVIIIe siècle avec vue sur la rivière de Morlaix et l'île Calotte. En 2014, en partie, puis en totalité en 2018, il en fait l'acquisition. Aujourd'hui, seul le petit pavillon est rénové, ainsi que l'ancienne cuisine du château. Mais l'aile est reste-t-elle, comment dire, très aérée? Quant à l'aile ouest... C'est la partie qui est la plus urgente à reprendre avant qu'elle ne s'écroule complètement. Au moins stabiliser la maçonnerie. Je pense qu'au début, il ne faut pas trop regarder le coût financier, il faut y aller petit à petit parce que sinon on se décourage. La famille a déjà investi plus de 400 000 € pour donner une nouvelle vie à ce bâtiment. Alors, être sélectionné par la mission Stéphane Bern. C'est une heureuse surprise, inespérée. Mais des travaux que j'aurais remis facilement à dans 10 ans vont pouvoir avoir lieu dans 2 ans. Pour la Fondation du patrimoine qui a proposé la candidature de Kerlody, celui-ci remplit tous les critères de sélection. Des bâtiments visibles de la voie publique, qui n'est pas inscrit à l'inventaire et donc qui ne reçoit pas d'aide. On ne labellise que dans la mesure où les gens reconstitue le bâtiment tel qu'il était à l'origine. Ça peut être 50 000 € comme ça peut être plus, tout dépend évidemment du loto. Soutenir le patrimoine, privé ou public, c'est aussi pour la Fondation la promesse de soutenir toute une filière dans la région. 3 autres sites ont été récemment sélectionnés dans la région. L'église de Pontrieux dans les Côtes-d'Armor, celle du Verger en Ille-et-Vilaine et le manoir de la Cour de Launay dans le Morbihan. Depuis 2018, 27 projets bretons ont bénéficié du soutien de la mission patrimoine et 31 millions d'euros reversés. Allez, remontons dans le temps dans ce journal pour découvrir ou redécouvrir d'anciennes machines agricoles. C'est l'histoire d'une passion, celle de Serge Vallée, que je vais vous conter maintenant, un agriculteur de la Sarthe, amoureux des chevaux de trait et de l'agriculture à l'ancienne. Dans son champ, il cultive chaque année plus de 2 tonnes de pommes de terre uniquement avec le travail de ses chevaux et de ces vieilles machines agricoles. Un reportage d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe. Regardez. Ça, c'est un Brabant à 2 chevaux, c'est-à-dire qu'il est réversible. Alors ça s'appelle une rotteleuse, c'était pour récupérer le foin qui avait été fané. La collection de Serge raconte une époque, celle de l'agriculture des années 50, avant les tracteurs. Ces machines sont toutes en état de marche. C'est surtout une valeur sentimentale, parce que tous ces gens qui ont travaillé avec ça à l'époque où ils n'avaient que ça pour se servir, je pense qu'ils ont été très très méritants. Le point commun entre ces engins, ils sont les vestiges du temps de la traction animale dans les travaux agricoles. Dans son champ, Serge, lui,
continue de labourer à l'ancienne avec ses chevaux de trait. Personne ne veut se servir des chevaux, ne peut se servir des chevaux parce que les chevaux c'est bien, mais il faut qu'ils soient éduqués pour pouvoir travailler comme ils travaillent là. S'il fallait vivre du travail des chevaux comme moi je travaille, je ne peux pas vivre. Il y a l'entretien du cheval, il y a le maréchal, il y a le vétérinaire, il y a le suivi sanitaire et ça a un coût. Un coût qui n'est rien à côté de son immense plaisir de perpétuer un savoir-faire et de revivre une partie de sa jeunesse. J'ai travaillé avec les chevaux moi jusqu'à 14 ans. C'était une très très belle époque. Tous les voisins s'entraidaient, tout le monde se donnait la main, tout le monde... que maintenant, ils ne peuvent pas se donner la main parce qu'ils n'ont plus le temps de se donner la main. Tandis que nous, à cette époque-là, tous les voisins s'entraidaient. La moisson, les battages, ça durait un mois. Donc c'était... Il n'y avait pas de zizanie comme on peut trouver maintenant entre voisins. Allez! Dans le futur, le collectionneur n'exclut pas d'organiser des démonstrations. Mais son souhait le plus cher, ça serait de transmettre pour que la tradition ne disparaisse pas. L'amour des traditions nous conduit dans les Vosges, maintenant dans un atelier hors du temps, celui d'un artisan italien qui consacre sa vie à la reproduction de reliques. Boutons d'uniforme, vêtements ou pièces de monnaie, rien ne se perd, tout se restaure et tout se fabrique ou se refabrique. Reportage d'Hélène Leplat pour Vosges Télévisions. Travailler dans le temps et plonger dans le passé, c'est la traduction même en latin de Labor Temporis, le nom de l'atelier créé en 2016 par ce fondeur d'art dans le village de Removille près de Neufchâteau. Et rendre visite à Marco Di Saro, c'est traverser les âges. Cet artisan d'origine italienne s'est spécialisé dans la reproduction d'objets historiques sur une période couvrant l'Antiquité à la Première Guerre mondiale. Il fabrique par exemple des boutons d'uniforme des armées napoléoniennes ou des monnaies de l'Empire romain. Jeune, il se prend de passion pour les reconstitutions historiques et décide avec des amis de vivre à l'époque médiévale. On a reconstruit les habitants de notre ville, des habitants simples, voilà, pas des riches à l'époque. Et donc on a commencé comme ça à la fin du XIIIe siècle. Après, on est passé par passion au Premier Empire napoléonien, parce qu'il y avait des régiments italiens qui ont combattu pour la France. Pour vivre pleinement sa passion de l'histoire, Marco Di Saro va suivre une formation en bijouterie et se spécialiser dans la fonderie d'art de métaux légers non ferreux. Dans son atelier, il réalise ses moules selon la technique de la fonte à cire perdue, d'où sortiront des pièces de l'époque choisies, comme cette boucle de ceinture romaine. Le geste, lui non plus, n'a quasiment pas changé. Ça change un peu la forme et les matériaux des outils, mais à la fin, sont plus ou moins les mêmes. J'ai part de la documentation d'origine, disons à peu près au 80% des pièces, même plus. Et de là, avec les dimensions, les matériels et la forme, je vais recréer l'objet. Les articles sont remarquables de précision, fabriqués essentiellement en laiton ou en bronze. Marco Di Saro possède ainsi toute une collection de pièces de monnaies antiques. Ah voilà, ça c'est un des premières pièces. C'est vraiment, avec ça on peut tuer quelqu'un. C'est vraiment très très lourd et très gros. Ça c'était un des premières pièces en bronze, les sesterces en fait. Ces petits objets en série ou à l'unité sont commercialisés en ligne, essentiellement auprès de musées, un monde de connaisseurs. Et sur l'époque choisie par l'artisan italien pour ses créations, ils sont moins d'une dizaine en France à exercer comme lui ce métier original. Allez, intéressons-nous à présent à un autre métier dans cette édition et à un navire méconnu de la plupart d'entre nous, la pilotine. Un navire puissant à la fonction particulière, transporter des pilotes spécialistes des entrées et des sorties de port à bord des ferries, des paquebots ou des cargos, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires en Corse. Un bateau et un métier atypique et non sans risque. Écoutez ces précisions recueillies par Maï Poupard et Paul Claret de Télépaésé. Alors notre métier consiste à faire entrer des bateaux ici sur la station de l'île Rousse et de Calvi. C'est des bateaux à partir de 60 mètres, tout ce qui est yacht ou navire de plaisance et surtout de commerce, et les faire entrer en sécurité. C'est surtout des bateaux qui sont très puissants pour affronter les mauvaises conditions météorologiques. Ce sont des bateaux qui sont relativement stables, qui permettent de passer du portique que vous voyez à l'échelle de pilote et qui nous amène à bord en toute sécurité.
Voilà, direction la Martinique à présent dans ce journal pour remonter l'histoire d'un accessoire de mode traditionnel, le marée-tête. Ce foulard vieux de plusieurs siècles s'adapte aujourd'hui à toutes les tendances. Et au-delà de l'aspect esthétique, il s'agit surtout d'une technique de nouage bien particulière, revisitée par une habitante de l'île. Gagnou Tom, de la rédaction de Via ATV, s'est rendu dans son atelier à Fort-de-France. Regardez. Nouer le marée-tête, c'est un geste vieux comme le monde. La pratique est née sur les berges du Mississippi en Louisiane en 1785. Une loi impose aux femmes de couleur de couvrir leurs cheveux. En réponse à l'asservissement, les affranchis transforment le foulard en accessoire de beauté. Aujourd'hui, le marée-tête est un véritable accessoire de mode. Coloré, de différentes formes, il se revisite selon les tendances. L'art de nouer le tissu, lui, n'a pas changé. Emmanuel le pratique au quotidien dans son atelier. C'est le modèle de la bamboche, qui est un jeu en fait de superposition de tissus et dans lequel il n'y a pas de nœud. Et en fait, les plis permettent après au tissu de rester bien stable. En fait, le marée-tête est antérieur à la coiffe créole traditionnelle qui a été portée pendant longtemps avec la robe créole. Un savoir-faire traditionnel qui fascine depuis toujours la styliste. Bamboche, pain de sucre et autres coiffes, autant d'expressions de cet art qui repose avant tout sur le nouage. Voilà plusieurs années qu'Emmanuel s'attache à rendre au marée-tête ses lettres de noblesse. Jeux qui sont inscrits dans l'artisanat d'art, qui fassent partie de notre patrimoine culturel, et puis que les autres générations à venir aussi continuent à le porter. Pour promouvoir son travail, Emmanuel fait régulièrement des shootings photos, l'occasion pour elle d'essayer et de peaufiner ses créations. Les photos sont publiées sur les réseaux sociaux. C'est le seul réel support que j'ai pour faire connaître mon travail. Après, effectivement, plus je travaille, plus je vais faire des photos, plus je vais voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est amélioré ou pas. Moi, quand Emmanuel me fait un marée-tête, je me sens vraiment valorisée, belle. Là, je suis belle, mais là, je le suis encore plus avec le marée-tête. Et voilà, c'est quelque chose de unique et c'est un patrimoine à apporter. La styliste donne également des cours dans lesquels elle enseigne les techniques de nouage pour un parfait marée-tête. Elle vous attend dans son atelier à Fort-de-France. Voilà, refermons ce journal à présent avec la découverte d'une splendeur de notre patrimoine national. En Occitanie, l'histoire du village de la Couvertoirade est synonyme d'histoire et d'aventure. Cité bâtie par les Templiers au XIIe siècle, la Couvertoirade entraîne ses visiteurs dans une plongée au cœur de l'histoire et des croisades. Une immersion au temps du Moyen-Âge dans laquelle nous conduit Anne-Sophie Pellegrini de la rédaction de Via Occitanie. Un reportage éblouissant, vous allez le voir. Tous les chemins mènent à la Couvertoirade, mais un seul à son village fortifié. Bâtie sur le plateau du Larzac, en Aveyron, la cité de la Couvertoirade, fondée par l'ordre des Templiers, a comme un air de légende. C'est en montant sur cet éperon naturel qu'on arrive au cœur de l'histoire. C'est vraiment là le temps des Templiers, vraiment. C'est la partie historique la plus ancienne. Château Templier, XIIIe siècle. En Occident, les Templiers se voient attribuer de nombreuses terres de culture et d'élevage dont les revenus sont destinés à la guerre menée en Terre Sainte. Le plateau du Larzac constitue une base stratégique pour les chevaliers du Temple, car situé à une centaine de kilomètres d'Aigues-Mortes, lieu d'embarcation des croisés. Le seigneur de Montpan va donner cet éperon rocheux, là perdu au milieu de rien, aux Templiers qui, eux, vont nous ériger ce château, qui est un peu une énigme pour les historiens parce que c'est le dernier, l'unique château templier que l'on ait en France. Alors pourquoi sur cet éperon rocheux? Parce qu'on domine, donc on pouvait défendre naturellement, et puis surtout à la Couvertoirade. Il y a quelque chose d'essentiel sur le Larzac, c'est une grande réserve d'eau. Pendant plusieurs siècles, les habitants auront accès à l'eau potable grâce à ce rocher, mais aussi à l'aménagement d'un village conçu avec une obsession, la récupération de l'eau. La Couvertoirade a tiré profit d'un terrain pentu pour drainer les eaux de pluie à l'aide de canaux jusqu'à cette lavogne et permettre ainsi aux bêtes de se désaltérer. Ce n'est qu'en 1975 que le village a accès à l'eau courante et cette villageoise se souvient bien de cette période. Ils avaient donc peu d'eau, il fallait faire attention.
Et puis tous les gens du village qui n'avaient pas de citerne, on se retrouvait à la citerne municipale, la citerne de l'église. Christiane est arrivée à la Couvertoirade en 1971 avec son métier à tisser. Les moutons, eux, étaient déjà sur place. Et si l'architecture du village est construite autour de l'eau, les maisons sont aménagées autour du mouton. Souvent une voûte où il y a les bêtes. Et au-dessus, il y a une pièce d'habitation et tout en haut, un grenier où on met le foin. C'est grâce aux bêtes que les hospitaliers faisaient vivre le village. Après l'éradication du trop puissant ordre des Templiers par Philippe le Bel, ce sont eux qui prennent en charge la gestion de la cité et construisent ses remparts. Tous ces témoignages de notre temps sont précieusement entretenus par les habitants de la Couvertoirade. Du château des Templiers aux vestiges les plus récents, comme ce moulin à vent qui aujourd'hui n'a besoin que d'un meunier pour moudre son blé. Chaque année, ce sont plus de 230 000 visiteurs qui découvrent un des plus beaux villages de France, sur une terre classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. Au revoir à tous.